Maître Leclerc, merci de nous accueillir aujourd'hui dans vos anciens bureaux, puisque vous avez raccroché la robe il y a 2 semaines. Tout d'abord, merci d'être le premier invité pour l'association Le Prétoire, qui est donc a évolué et vise maintenant à promouvoir la matière pénale. On souhaitait démarrer par une première intervention avec vous, puisque lorsqu'on parle de Maître Henri Leclerc dans la profession d'avocat, c'est indépendamment de la sagesse, Maître Temim parle de voie de la raison, une certaine voie morale, une source morale, et donc on souhaitait démarrer avec ce que certains disent être le pape des avocats pénalistes pour être le premier invité, et je tiens encore à vous remercier de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour Maître Henri Leclerc. Bonjour. Merci encore de nous recevoir ici dans votre cabinet parisien. Alors merci aussi de permettre à nos étudiants de répondre à leurs questions et de répondre aux nôtres également. Alors si vous le permettez, je vais commencer avec une question assez simple. Comme l'a dit Axel, après 65 ans de barreau et ayant raccroché la robe il y a quelques semaines, comment vous sentez-vous? Comment appréhendez-vous cette nouvelle vie qui s'offre à vous? Écoutez, je me sens d'abord un peu désemparé parce que c'est vrai que ce métier est très prenant et que on vit en passant d'une affaire à l'autre, quelquefois de plusieurs affaires en même temps. On a des gens à défendre, des personnes. Bon, quand on s'arrête, et ça fait quand même quelque temps que je préparais cela, donc j'en avais plus beaucoup. Mais quand on s'arrête, il y a quelque chose qui manque quand même, c'est vrai. C'est ce qui est un espèce d'engagement personnel et qui occupe. Bon, alors ça ne veut pas dire que quand on s'arrête de plaider, on n'a plus rien à faire. J'espère avoir le temps d'écrire un peu, de parler à des gens comme vous, de faire un certain nombre de choses, de revenir voir de temps en temps mes anciens associés, peut-être pour leur donner un petit coup de main. Mais enfin bon, de toute façon, la retraite, je déteste ce terme. Je dirais simplement que je me suis arrêté de plaider. C'est vrai, après 65 ans, c'est pas mal. C'est plutôt très bien. Donc on a décidé de préparer l'intervention en 4 séquences. Une première un peu sur vos études de droit, oui. Ce qui est quand même assez intéressant parce que les étudiants très souvent s'interrogent et se demandent comment ces avocats en sont arrivés là. Ensuite plutôt lier et voir comment vous avez réussi à lier un parcours d'avocat et de militant, c'est le terme que vous utilisez assez souvent. Dans un troisième temps, la relation entre la défense et les médias, et qui nous permettra de prendre peut-être à la fin un regard un peu plus large sur la profession. Et avant de passer à une séance de questions-réponses qui nous ont été transmises par nos étudiants, mais également par 2 de vos confrères qui ont des questions à vous poser. La première question, elle concerne justement vos études. Comment elles se sont déroulées? Est-ce que vous avez fait du droit par passion très tôt, ou est-ce que c'est finalement un choix qui est venu un peu comme un hasard ou un intérêt, mais qui n'était pas forcément... À vrai dire, je ne savais pas quoi faire. J'étais intéressé par l'histoire, qui m'a toujours passionné. Mais mon frère faisait de l'histoire. J'ai un frère qui avait 3 ans de plus que moi, qui est devenu un archéologue. Et j'avais pas envie de faire la même chose que lui. Bon. Et finalement, je me suis décidé au droit. Mon père était inspecteur de l'enregistrement, qui est la branche la plus juridique des impôts à l'époque, surtout. Et ma mère avait fait quelques études de droit avant de s'occuper essentiellement de ses enfants. Donc finalement, pourquoi pas? Mais je ne savais pas bien ce que c'était. Bien sûr, je savais ce qu'était le droit, je l'avais appris dans mes études secondaires, mais enfin, je ne voyais pas bien. Puis j'ai finalement opté pour le droit. Quand je suis arrivé à la faculté, c'était l'ancienne faculté d'Assas, l'ancienne faculté du Panthéon. Il n'y avait que celle-là à l'époque, il n'y en avait pas d'autres. Qui aujourd'hui, il y en a 7 ou 8 qui font ce travail. Il y a Nanterre, il y a Sceaux, il y a Assas, bien sûr, il y a Villetaneuse, enfin, il y a quand même pas mal de facultés de droit aujourd'hui. Et on avait une seule faculté de droit, et on commençait les études, quand on était nombreux, à la Mutualité. On nous avait loué une salle, et je me rappelle très toujours de mon premier cours. On a vu arriver un type qui avait sa robe, ça nous a paru cocasse, on s'est marré, bon, et il nous a complètement fascinés. C'était Vedel, le jeune professeur Vedel,
qui allait après devenir doyen de la faculté, membre du Conseil constitutionnel, membre emblématique même du Conseil constitutionnel, académicien, enfin bon, personnage tout à fait remarquable. Et je dois dire qu'en 1 heure, son premier cours, il m'a complètement conquis. Alors je le dis, c'est quand même assez extraordinaire et rare. Il nous a fait les principes généraux du droit, mais c'était formidable. Voilà. Alors après, après j'ai très vite appris, parce que franchement, les cours suivants n'ont pas été passionnants. Nous avions un cours de droit romain qui était fait par un professeur qui s'appelait Lévi-Brul, qui faisait partie de la grande famille des Lévi-Brul. Mais il faisait des citations latines sans les traduire. C'était quand même pas terrible. Et l'après-midi, nous avions un professeur de droit civil, Julio de la Morandière, qui était le doyen, qui était très ennuyeux, il faut bien le dire. Alors j'ai appris tout de suite qu'il n'y avait pas besoin de suivre les cours magistraux. Et puis, tout de suite, je me suis engagé politiquement. Donc, je dirais même avant de commencer à faire du droit, j'ai rencontré un certain nombre de gens, et le premier jour, j'ai rencontré à la boulangerie qui était en face de la faculté de droit, un jeune étudiant de Sciences Po, plus âgé que moi, mais vraiment très très brillant, qui faisait quelques études de droit et qui, à la faculté de droit, menait avec d'autres une liste d'opposition syndicale, et dans le grand syndicat qui était l'UNEF, qui était le seul syndicat à l'époque, et il y avait la Corpo de droit de Paris, mais elle avait ceci de particulier qu'elle était présidée par un personnage étrange qui était Jean-Marie Le Pen. Alors, il y a eu la première réunion, je l'ai raconté plusieurs fois, et dès le premier jour, moi je protestais avec indignation du haut de mes 18 ans, car j'avais 18 ans, et Le Pen m'a flanqué une claque, on s'est battu, et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes rapports avec Le Pen, que j'ai par la suite souvent retrouvé dans des procès. Mais pas du même côté. Hein. Non, évidemment. Il était mon adversaire. Bon, alors le droit. Alors c'est vrai que j'ai été plus militant qu'étudiant sérieux. Mais le droit me passionnait quand même. C'est-à-dire que je faisais quand même quelques travaux pratiques, qui me passionnaient. Je fais des devoirs, des exposés, qui m'ont montré que le droit n'était pas ennuyeux. Mais le problème, c'est que ce qui m'ennuyait, c'était de l'apprendre. Le comprendre, ça me passionnait. L'apprendre, ça m'ennuyait. Bon, alors, à l'époque, les études n'étaient pas difficiles, il faut bien le dire. Quand je vois les études que font les jeunes avocats aujourd'hui, et on le voit bien avec nos jeunes stagiaires, il n'y a aucune comparaison. Bon, les études étaient faciles. Moi, j'ai fait mes 3 années de droit en travaillant 3 semaines par année, de façon intensive. Je ne connaissais rien. Mais comme je voulais savoir un peu ce qui se passait, je suis allé faire un stage chez un avoué. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des avocats qui plaidaient, et puis il y avait des avoués qui faisaient les écritures. Alors c'était une profession tout à fait particulière, de gens qui étaient titulaires de leur charge. Et je suis allé chez un avoué, et là j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je les ai appris comme je n'avais pas commencé par les grands principes, je les ai appris par le petit bout, c'est-à-dire en démarrant sur des dossiers. Et dans cette étude d'avoué, où je travaillais quand même d'abord à mi-temps, puis à temps complet, dès que j'ai eu ma licence, j'ai travaillé à temps complet, et j'ai eu de la chance parce que il y a eu une nouvelle loi sur les baux commerciaux en 1953, et qui bouleversait la matière, et on m'a donné des dossiers. Alors j'ai pris les bouquins, les petits bouquins, les Dalloz, les petits précis, et puis petit à petit, et alors j'ai eu la réputation d'être un formidable juriste, mais c'était la seule loi que je connaissais. Bon, alors, donc je suis tout de suite devenu avocat. Voilà, j'ai passé. Alors il y avait le CAPA, qui était un examen unique qu'on passait. Il y avait un examen écrit, un examen oral. Bon, c'est simple. Il y avait un examen écrit, puis il y a peut-être 2 examens, il y a peut-être 2 copies. Mais enfin, il y avait surtout un examen de culture générale, comme toujours, et puis après, un exposé oral. Bon, j'ai été reçu, et puis j'ai prêté serment. Directement. Directement, c'est-à-dire qu'à 21 ans tout juste, j'étais avocat. Oui. Voilà. Et ça, c'était évidemment des études beaucoup plus courtes que celles d'aujourd'hui, et surtout, on commençait en ne connaissant rien.
Alors, j'ai travaillé un petit peu chez l'avoué, et là, j'ai commencé vraiment à apprendre le droit. Mais comme j'ai prêté serment d'avocat, ben, j'ai eu des affaires, des commissions d'office d'assistance judiciaire. Et je me suis mis à travailler un peu, puis finalement, au bout de 2 ans, j'ai trouvé un patron. Je le cherchais beaucoup, et le patron qu'on m'a proposé, qui m'a embauché tout de suite, était Alberno, grand avocat, grand pénaliste, qui a écrit un livre superbe que je vous conseille tous de lire, qui s'appelle « Les défendre tous ». Et ben, les choses se sont très bien passées avec lui. Voilà. Et donc, j'ai appris, mais j'ai appris sur le terrain. Non, il ne m'a jamais donné de leçon. Hein. Et puis, chez lui, c'était pas compliqué. C'est, tiens, tu as un dossier, il faut le préparer. Voilà. Fallait se débrouiller. Et voilà. Et donc, j'ai appris le droit par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, je l'ai appris dans les affaires, concrètement, en comprenant que si on voulait être utile à quelque chose, il fallait connaître le droit. Et voilà comment, petit à petit, par la pratique, j'ai fait le substitut de mes études qui me manquaient. D'accord. Et vous êtes déjà vous posé la question de devenir magistrat ou ça Non, je ne me la suis pas vraiment posée. J'y ai pensé un peu parce que mes parents auraient aimé que je sois magistrat. Ils ne le disaient pas ouvertement parce que c'était... D'ailleurs, ma mère est morte quand j'étais en première année de droit, mais même mon père, il ne le disait pas. Mes grands-parents étaient tous les 4 instituteurs. Bon, en Limousin, à la campagne, et c'était des instituteurs à l'ancienne. Hein, des instituteurs qui apprenaient aux gosses dans une petite ville. Ils ont passé leur vie. Ma grand-mère enseignait à vivre, par exemple, apprenait à lire aux petits-enfants, et puis mon grand-père, il préparait le certificat d'études. Bon. Et puis c'était des personnages bon. Ils écrivaient tous les matins une maxime au tableau. Ils étaient, bon, des hussards de la République, comme on a dit. Et mon père était donc, après la guerre de 14 qu'il avait fait, il était entré dans l'enregistrement, il était fonctionnaire, et avocat, ça leur plaisait pas beaucoup, pour tout vous dire. Avocat, c'était pas notre monde. Hein. C'était un monde de fonctionnaires, pas de hauts fonctionnaires, mais de fonctionnaires, déjà, mon père était inspecteur de l'enregistrement, il est devenu inspecteur principal après. Bon, c'était des gens modestes quand même, bien. Et surtout, le milieu des avocats avait la réputation d'être un milieu mondain, un milieu de bourgeois, un milieu... C'était pas notre monde. On ne connaissait personne d'ailleurs. Et finalement, ben voilà, je suis devenu avocat par ce biais-là, parce que, alors, magistrat, j'y ai pensé un peu, mais j'avais pas envie. Voilà le problème. Je n'avais pas envie de juger. C'est un métier passionnant, mais j'avais pas envie de juger. Et en plus de ça, à l'époque, il n'y avait pas d'école de la magistrature. On entrait un peu par piston, c'est-à-dire qu'il fallait déjà être avocat, stagiaire au parquet, et puis on passait quelquefois, il y avait des petits examens. Enfin, c'était un recrutement qui n'était pas du tout encore le recrutement qui n'existera qu'avec la pré-école qui s'appelait je ne sais plus comment, et puis l'école qui en fait sera constituée en 58 par Debré. Mais vraiment, je n'avais pas envie d'être magistrat. Alors, j'étais avocat, j'ai fait des petites affaires, beaucoup de petites affaires. J'ai fait toutes les affaires. À l'époque, l'assistance judiciaire n'était pas payée. Donc, j'avais mon patron, j'avais les affaires d'assistance judiciaire, je passais mon temps au flagrant délit, ce qu'on appelle aujourd'hui les comparutions immédiates. Et puis comme ça, sur le terrain, j'ai appris petit à petit. Vous avez parlé de votre engagement militant avec Michel Rocard, c'était au PSU, mais lorsque vous êtes devenu avocat, comment lier cet engagement militant à côté de la profession? Est-ce que finalement... Alors, attendez, parce que je suis devenu militant avant d'être avocat. Oui. Je suis donc devenu militant, syndicaliste, et puis alors j'ai eu une orientation militante qui a été un peu agitée, car au début, bon, j'avais une conception de gauche de la vie politique, ça c'est sûr. C'est mon père qui me l'avait un peu inculqué. Mon père était un socialiste modéré, je dirais. Et ma mère était plutôt
Elle était très pieuse, ma mère, bon, très bien, mais mon père, lui, était complètement agnostique. Je suis passé de l'un à l'autre. Bon. Et je me suis engagé, j'ai été communiste. J'ai adhéré au Parti communiste en 1953. J'y suis resté moins de 2 ans. Moins de 2 ans, c'était pas fait pour moi. C'était pas du tout, ça ne correspondait pas du tout à mon idée. Si, l'idéal du Parti communiste correspondait bien à ce que je voyais de la société. Fonctionnement de parti. Mais il est évident que l'inféodation de ce parti, j'ai souvent raconté que j'avais été. Ce qui m'a fait partir, c'est plusieurs choses. Mais ce qui m'a fait partir surtout, il y avait par exemple le professeur Marcel Prenant. Le professeur Marcel Prenant était un homme, un très très grand biologiste, bon, comme il était professeur au Collège de France, ou au moins à la Sorbonne et peut-être au Collège de France, je ne sais plus, un très grand résistant. Et le Parti communiste, pour renier les thèses de Mendel sur la génétique, et avait adopté les thèses du grand généticien soviétique qui s'appelait Lysenko. Et alors il y avait une bagarre terrible et on a exclu Prenant. Et ça, j'ai trouvé ça scandaleux. Enfin, je ne supportais pas que la science officielle du parti doive être celle du parti de l'Union soviétique, d'une part, et d'autre part, qu'un grand biologiste comme Prenant soit exclu du parti parce qu'il n'avait pas accepté cela, parce que c'était contraire à ses conceptions. Lui, il était fidèle aux thèses de Mendel. Bon, finalement, ça a été un des éléments. Il y en a eu quelques autres. Il y a eu Budapest, il y a eu pas mal de choses. J'ai quitté le Parti communiste. Alors, le lien avec mes études de droit n'était que lointain, parce que je dirais que si je m'intéressais beaucoup aux histoires des institutions, j'essayais de réfléchir, puisque je ne préparais pas mes examens, j'essayais plus de réfléchir sur la signification du droit. Bon. Et je suis resté militant, donc j'ai quitté le Parti communiste, et après, c'est vrai que je me suis engagé à une espèce de regroupement qui se voulait, qui refusait le Parti socialiste. Il faut se souvenir qu'en 1955, le Parti socialiste avait poursuivi la guerre en Algérie et même l'avait renforcée, qui n'acceptait plus le communisme, et donc c'était l'Union de la gauche socialiste qui, après l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, a fusionné avec le Parti socialiste autonome qui avait été fondé par Édouard Depreux, qui était une scission du Parti socialiste lui-même. Et là, ça a été le PSU, qui a été d'abord dirigé par Édouard Depreux, puis par Michel Rocard. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai eu une expérience curieuse, parce que mon engagement politique était un engagement où des problèmes de droit étaient évidemment traités, puisque c'était la période de la guerre d'Algérie, et nous combattions contre la torture, par exemple. Et j'ai fait énormément. Et vous avez défendu beaucoup de militants du FLN. Combattant contre la torture. J'étais très jeune. Oui. Défendre beaucoup de militants, j'en ai défendu, c'est vrai, avec 2 avocats remarquables qui étaient Yves Deschézel et Pierre Stib, qui étaient des avocats remarquables et des socialistes très engagés. Et j'ai été amené à faire la guerre d'Algérie. C'était quand même un problème. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez. C'était le problème que nous avions à l'époque. Si on ne faisait pas la guerre, il fallait être insoumis, condamné à la prison. On partait, en fait, on partait à l'étranger. Enfin, c'était insupportable. Et finalement, c'est même mes amis des avocats du FLN à Paris, avec lesquels je travaillais, qui m'ont dit: arrête de faire l'imbécile, tu restes insoumis, tu essayes de pas faire tu restes militaire, tu essayes de ne pas faire de pas faire de saloperie, on verra. Si tu te trouves confronté, tu verras ce que tu fais, mais enfin, pour l'instant, c'est absurde. Et donc, j'ai fait la guerre d'Algérie, quand même. J'ai quand même, comme soldat, résisté. J'étais officier. Parce que c'était le courant. C'était inéluctable, je dirais presque. Et je me disais, plus j'aurais de hiérarchie, plus je pourrais peut-être intervenir pour qu'on fasse... Bon, bien. Finalement, je me suis opposé à la rébellion des généraux du 21 avril 1961, puis je suis revenu et j'ai recommencé ma fonction d'avocat chez nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai véritablement été avocat. J'avais jamais cessé. J'avais déjà beaucoup plaidé avant. Et là, c'est là que je me suis engagé principalement dans les affaires pénales, mais
c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui faisait que j'avais des affaires pénales qui avaient aussi des implications juridiques fortes. Pourquoi? Parce que, bon, je gagnais ma vie avec n'importe quoi. Je racontais toujours que j'ai été un spécialiste de l'expropriation. C'était l'époque où Paris se restructurait, où il y avait toutes les banlieues qui se faisaient. Alors, les gens expulsaient les petits appartements. Donc, exproprier les petits appartements en banlieue, là où aujourd'hui il y a les cités modernes. Donc, j'avais pas mal de petites affaires comme ça. Et comme c'est une des affaires dans laquelle ces gens qui étaient modestes finissaient par toucher de l'argent, puisque après la bataille, ils touchaient l'indemnité. J'étais donc payé, et donc je visais avec ça. Mais parallèlement, j'avais les affaires pénales classiques, mais surtout, je m'occupais beaucoup de syndicats. J'étais un des avocats de la CFDT, et j'ai été, à l'époque, j'étais très engagé au PSU, donc au Parti Socialiste Unifié, où j'avais une activité militante assez forte, mais où en même temps j'étais avocat. Je suis devenu l'avocat de l'UNEF de l'époque, c'est-à-dire que je me suis trouvé à faire des affaires et me suis trouvé engagé en mai 68 dans une défense. J'étais l'avocat du mouvement de mai, je dirais. Hein. J'étais l'avocat de Sauvageau, de Cohn-Bendit. J'étais l'avocat de tous ces gens-là, et donc j'ai été très mêlé au mouvement de mai 68, dans laquelle j'avais une position qui étonnait tous ces gens-là, puisque j'avais déjà une position qui était ne jetez pas les droits de l'homme, ne jetez pas les principes fondamentaux. C'est stupide ce que vous faites là. Bon. Et il faut s'appuyer dessus, même si vous voulez faire la révolution, etc. Donc j'ai eu un engagement professionnel qui était également un engagement militant. Les deux étaient assez mêlés. Et là, j'ai compris en tout cas que quand on défend des militants, quand on défend des révolutionnaires, il n'appartient pas à l'avocat de défendre la cause. Ça ne sert pas à grand-chose. Le problème, c'est que l'avocat, il doit apporter son concours juridique, son concours professionnel de spécialiste qui porte la robe et qui a le droit de plaider, mais en même temps qui connaît le droit. Et là, j'ai développé beaucoup l'idée que la défense politique était d'abord une défense juridique. J'ai beaucoup fait sur, par exemple, le respect des formes de la justice, de la procédure pénale, et beaucoup d'avocats de cette période le savent, j'en ai formé quelques-uns. Et j'ai donc été très, très engagé dans la défense politique. J'ai été très longtemps l'avocat des paysans. C'était à l'époque les paysans travailleurs, qui sont aujourd'hui devenus la Confédération paysanne. Et j'ai été très lié à toutes les luttes paysannes de l'époque, qui étaient très fortes. Et quand j'écrivais mon livre, il y a 5 ou 6 ans, sur ma défense des paysans, je lisais un jour dans Le Monde, un soir, je lis dans Le Monde quelque chose qui correspondait exactement à ce que je disais, c'est-à-dire que les producteurs de lait se plaignaient des prix qui leur étaient imposés par l'industrie, le conflit avec l'industrie, c'est-à-dire que c'était des combats qui étaient des combats politico-juridiques, mais très juridiques. Par exemple, je suis devenu à l'époque le grand spécialiste des contrats d'intégration. Alors, les contrats d'intégration, c'est quelque chose qui est à la base de la structure moderne de l'agriculture, c'est-à-dire que le paysan, on lui fournit par exemple des petits poulets, et puis des petits poussins, et puis on lui fournit de la nourriture, et puis on lui construit sur un prêt de la banque, on lui construit le grand poulailler qu'il va avoir, et puis quelque temps après, il revend les poulets au moment où ils doivent être consommés, et puis là, l'industrie fait une soustraction entre le prix de vente et tous les prix qu'il a payés avant. Et quelquefois, c'est négatif. Ce qu'on appelait des dettes pour salaire. Donc, je m'en suis beaucoup occupé. J'ai mené un grand combat pour faire reconnaître les coopératives comme des entreprises, comme des firmes industrielles, alors qu'on me répétait non, le contrat ici. Donc là, c'était du droit de très haut niveau. Les batailles avec les SAFER, qui sont les organismes de restructuration de la terre. C'est-à-dire que là,
toutes ces batailles, alors et sur le plan juridique, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis par exemple beaucoup occupé du problème des accidents du travail. Et j'ai été l'avocat des mineurs, par exemple, dans les accidents des houillères. Donc tout le problème était celui, il y avait deux problèmes d'ailleurs. Au début, il y avait même celui de la recevabilité des syndicats, qui était difficile parce qu'on estimait que l'accident du travail ne pouvait pas être partie civile. Il a donc fallu se battre là-dessus pendant des années. Et puis sur les structures, les éléments constitutifs des délits qui peuvent exister. Voilà. C'est-à-dire que dans toute cette période, j'ai fait un grand mélange entre le droit et l'action politique. Voilà, sans aller au-delà, simplement en faisant du droit. Et ça, c'est cette période, mais simultanément, je développais une carrière politique au début. D'accord. Je développais une carrière politique et en même temps, je développais une clientèle pénale. La clientèle pénale étant, je dirais, au départ presque mon repos du guerrier, c'est-à-dire la clientèle pénale classique. Et petit à petit, j'ai accentué mon action pénale et abandonnant un peu, petit à petit, la défense les défenses sociales. Je suis devenu avocat pénaliste, constatant d'ailleurs que les deux choses se recouvraient toujours, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que les causes de la délinquance, les problèmes généraux de la misère étaient posés directement. Et en même temps, j'ai cessé de faire de la politique. En 72, 73, j'ai cessé de faire de la politique parce que je n'avais pas l'appétit de pouvoir et que ce n'était pas mon boulot. Donc j'ai cessé. Je l'ai fait dans une crise qui a fait que j'ai rompu avec Rocard, dont je suis redevenu quand même ami 2-3 ans après parce qu'on était trop vieux amis pour se rompre. Mais je n'ai plus jamais fait de politique. Voilà. Et même avec lui, je ne faisais plus de politique. Voilà. La question qui me vient, parce qu'on a commencé à aller sur le terrain du pénal, est-ce que, si je ne me trompe pas, en vous ayant lu, le premier souvenir un peu d'affaires criminelles que vous avez, c'est le Pierre Laval? Alors ça, c'est mon enfance. C'est dans votre enfance. Ça, c'est formidable, parce que ça, c'est un souvenir. Est-ce que c'est ça, d'ailleurs? Le souvenir. Est-ce que c'est ça qui, quelquefois, m'a amené vers la profession d'avocat? J'en sais rien. Vous savez, quand on écrit un livre comme ça, on s'aperçoit de choses, c'est que les souvenirs s'organisent un peu. Et au fond, est-ce que quand je rends une telle importance à ce qui a marqué mon enfance, cette affaire Laval, est-ce que je lui accorde plus d'importance en raison de ce qu'a été mon parcours après, et au fait que j'ai travaillé chez nous, qui était l'avocat de Pierre Laval? Donc voilà, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que j'ai un souvenir terrible de ce que, en 1945, j'avais donc 11 ans, mon père est rentré un jour à la maison très en colère. On parlait beaucoup, mais il était très en colère par la façon dont avait été jugé Laval. Alors bon, Laval, c'était pendant la guerre, mes parents parlaient beaucoup devant nous, et Laval était le personnage abominable qu'il convenait de détester dans la famille, c'était évident. Et il était très en colère, il disait, ils ne l'ont même pas jugé, les jurés l'injuriaient, son avocat n'a pas pu plaider, et en plus, après, quand il a été tué, quand il a été exécuté, il s'était suicidé, et ils lui ont lavé l'estomac, etc., provoquant cet extraordinaire communiqué de triomphe du procureur général de Paris, qui a fait un communiqué pour dire à 11h du matin, les jours de M. Laval ne sont plus en danger. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Alors, j'avais lu mon père, qui avait vu que j'étais... Bon, allez, je n'y comprenais pas grand-chose à l'époque, il faut bien dire ce qui est. Pour moi, on tuait les méchants, puis c'est tout. Mes parents étaient contre la peine de mort. J'avais entendu des discussions à ce sujet. Ils étaient contre la peine de mort, très contre. Et même les collaborateurs, ils ne voulaient pas. Quand on a exécuté Brasillac, ce n'était pas du tout le problème de la responsabilité de l'intellectuel. C'était pour eux la condamnation à mort de cet individu qu'ils n'avaient pas cessé de vilipender. Alors, mon père m'a donné le livre de nos, qui s'appelle « Pourquoi je n'ai pas défendu Pierre Laval ?» et ça a été, je dirais, d'une certaine façon, le premier livre de droit
que j'ai regardé, et j'ai eu la chance après de travailler chez nous. C'est donc quelque chose. Et d'ailleurs, sur les questions que vous posez sur l'articulation entre le politique et le juridique, je suis arrivé chez nous qui était un acharné et un combattant contre la peine de mort, et qui menait un combat incessant. Je dirais que c'est à lui que Badinter a succédé. Bon. Et nous, pour lui, il avait écrit des livres contre la peine de mort. Il avait de la pratique aussi, c'est-à-dire qu'il plaidait. Moi, j'ai plaidé des affaires avec lui. Moi, je n'ai jamais eu un condamné à mort de ma vie. Jamais. Jamais. Mais j'ai défendu avec nous un peu, l'affaire Léger et d'autres, et puis moi, après tout seul, pas mal d'affaires. Au moins 6 affaires où la peine de mort a été demandée et où je craignais beaucoup. Bon. Donc là, il y a entre le droit et l'action de l'avocat, il y a quand même quelque chose qui est assez proche. Parce que la peine de mort, c'est aussi un problème de droit. On ne peut pas se contenter de dire que ce n'est pas un problème de droit. Et donc, j'ai appris chez nous, effectivement, ce qu'était la lutte contre la peine de mort, qu'il fallait prendre. C'était une réalité. On est allé jusqu'à la suppression de la peine de mort, qui a été pour moi un moment prodigieux. Il y a certains avocats, d'ailleurs, je le raconte dans mon livre, il y a certains avocats un type en particulier formidable qui s'appelait Furbery, qui a été le mentor de Dupond-Moretti. Et Furbery, que j'aimais beaucoup, un jour, dans un procès que nous plaidions ensemble à Aix-en-Provence, où le peine de mort n'était pas risquée, quand on dînait ensemble le soir, il m'a dit « Ton copain Badinter, c'est un salaud parce qu'il nous a privés de ce qui était l'essentiel de notre profession. » Bon, j'ai un peu disputé parce que cette coquetterie est insupportable. Mais je reconnais que les moments où j'ai été amené à défendre quelqu'un qui risquait la peine de mort et où la peine de mort était requise, où on s'est senti à un moment, quand l'avocat général dit « je demande la peine de mort », on s'est senti investi de quelque chose, on est obligé d'arriver à une certaine transcendance, enfin, à dominer le droit, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un moment abominable, mais en même temps exaltant de la profession. Et voilà, donc voilà comment les choses se passent et comment effectivement on arrive. Alors, on est parti de Laval pour ça, mais Laval, le procès Laval m'a appris quand même, c'est la nécessité du procès, la nécessité du jugement. Je me suis toujours beaucoup intéressé aux formes du procès. Mes idées n'ont jamais beaucoup fleuri. Mais je me suis beaucoup intéressé à la forme du procès, non pas que je sois un fanatique du procès anglo-saxon, qui est très différent, vous savez, bon, mais parce que je trouve que notre cérémonie judiciaire n'est pas satisfaisante. Bon. Et donc, l'affaire Laval m'a appris ça, m'a appris que les formes étaient les gardiennes de la liberté. Ça, c'est ce que j'ai appris donc quand j'avais 11 ans. Alors après, toute ma vie, j'ai eu ça. Toute ma vie, j'ai été indigné lorsque la justice se dévoie, lorsque la justice fait des choses... Un des plus grands moments d'indignation de ma vie, c'est à Noël 1989, quand Ceausescu, qui était le dictateur soviétique, le dictateur communiste de la Roumanie, un abominable personnage avec sa femme, qui a, bon, on ne peut pas en parler, un type abominable. Et il y a eu la révolution à Budapest en 89, à Bucarest, pardon. Et il s'est enfui, il a été arrêté et il a été jugé dans un lycée, dans une petite salle, et ça a été diffusé sur toutes les télés du monde. Et on a vu ce procès dans lequel il était là avec sa femme, il tenait la main de sa femme, ils étaient jugés, et bon, le procureur parlait seul, il était accablé et tout, et à la fin on a donné la parole à un avocat qui a dit, mais écoutez, moi, je trouve que ce procès, ce tribunal d'exception est tout à fait légal, les faits sont reprochés à nos clients sont tout à fait établis, dans ces conditions-là, je ne vois pas d'autre solution moi-même que de satisfaire aux réquisitions du procureur.
Je dois dire que, et aussitôt après, on voyait les corps couchés par terre, on entendait la fusillade, et on voyait les corps couchés par terre. Alors, ça c'est quelque chose c'est ce qui me révolte le plus dans la vie. Hein. Qu'on ait tué Ceausescu, il y avait le problème de la peine de mort, bon, mais qu'on l'ait fait avec cette espèce de simulacre, de parodie, avec un avocat qui est un alibi total. Ça, c'est les choses qui m'ont révolté. Et chaque fois que j'ai vu une justice qui dérapait en ne respectant plus bien ses formes, ça a provoqué chez moi une indignation considérable. On a parlé de justice filmée il y a quelques instants, et c'est une question qui se pose à l'heure actuelle, et c'est notamment le cas avec énormément d'affaires médiatiques. Certains avocats estiment même qu'au fond la justice parfois se rend sur les plateaux télé. C'était avec les médias qui font des lives en permanence, on l'a vu très récemment avec le procès Sarkozy. On aimerait revenir sur quelques grandes affaires médiatiques, mais Clémence va démarrer, je pense, par l'affaire Véronique Courgeot. Ça va ? Ah oui, l'affaire Véronique Courgeot. Pardon ? L'affaire Véronique Courgeot. Oui, bien sûr. Donc, autrement appelée l'affaire des bébés congelés. Donc, oui. Cette mère de famille qui a... C'est une des dernières que j'ai plaidé, même s'il y a déjà 7 ou 8 ans. C'est vrai, oui, l'affaire, une des grandes, enfin oui. Oui, c'est une des plus grandes, oui. Enfin, qui a eu beaucoup de résonance dans les médias. Énormément, énormément. Donc, ma question était la suivante. Quelle a été votre stratégie de défense ? Quel a été le choix que vous avez voulu suivre pour défendre Véronique Courgeot ? Alors, Véronique Courgeot, d'abord, je l'ai défendue avec une de mes associées, Nathalie Sénic, une très très bonne avocate, et je suis content qu'elle prenne la suite, quoi, avec Frédéric Beaulieu, qui est une autre avocate avec laquelle j'ai posé des problèmes importants. Alors là, Nathalie Sénic m'a réconcilié, parce que cette affaire, quand vous êtes désigné dans une affaire pareille, c'est dur. C'est-à-dire que cette idée des 3 bébés assassinés, ça pose un problème. On est des êtres humains, bon. Et je suis allé la voir et j'ai vu une femme qui m'a fait pitié, qui pleurait. Bon. Mais je n'ai pas bien réussi à établir le contact. Et je dois le dire, c'est Nathalie Sénic qui a établi le contact avec elle. Et après que Nathalie Sénic ait établi le contact, j'ai beaucoup parlé avec cette femme. Et alors c'était très dur parce que la presse était déchaînée. Or moi j'ai un principe, je ne parle pas à la presse. Sauf circonstances exceptionnelles. Ça m'est arrivé dans tous les procès, tous les grands procès que j'ai eus. Certes, il y a eu un moment ou un autre quelques mots à la presse, mais très peu, très peu. Et en plus, je ne parle jamais quand le procès a commencé. Mais même avant, je parle très peu. Et donc, nous étions en face de cette affaire où vraiment, il y avait une incompréhension absolue. C'est-à-dire qu'elle-même ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Parce que c'était quand même un problème extraordinaire. Elle tue ses enfants et elle dit « je ne me suis pas aperçu que j'étais enceinte ». Alors, on dit « c'est une blague ». Les médecins psychiatres disent « c'est une faribole ». Et enfin, il y avait quand même quelque chose d'étonnant, c'est que personne n'avait vu qu'elle était enceinte, y compris son mari, qui bénéficiera d'un non-lieu d'ailleurs. Et il y avait donc un débat dans l'opinion publique à ce sujet. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a un médecin de Strasbourg, ça y est, là j'ai oublié son nom, je l'ai dit 1000 fois déjà, bon, c'est pas grave, qui est un très grand obstétricien, qui a découvert le problème du déni de grossesse. C'est-à-dire qu'il a constaté qu'il y avait des femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Et il disait une chose extraordinaire, il disait quand on réussit à les convaincre qu'elles sont enceintes, brusquement, le bébé reprend sa place et leur ventre grossit. Bon, il y avait donc un problème là qui était énorme. Et là, si vous voulez, j'avais vraiment... Le problème important, c'est d'avoir envie de défendre, c'est d'avoir envie de convaincre. C'est de se dire, je vais me trouver devant des magistrats qui, forcément, la détestent avant que ça commence, des jurés qui sont complètement ahuris, comment faire ? Et donc, toute cette affaire, ça a été d'essayer de faire comprendre quelque chose, essayer de la mettre dans le jeu, c'est-à-dire de faire en sorte que les juges et les jurés se disent, mais après tout, cette femme, c'est pas un monstre. Oui. Voilà. Et donc, tout le procès a été là. Je n'ai pas plaidé l'acquittement. Certains auraient voulu que je plaide l'acquittement.
moi, je n'ai pas voulu plaider l'acquittement. J'ai plaidé les circonstances atténuantes. J'ai plaidé la condamnée pas. Ils l'ont condamné à 8 ans. J'ai considéré que c'était un assez bon résultat. Et on n'a pas fait d'appel. Elle est sortie, d'ailleurs, dès que les délais ont été accomplis, que sortir en libération conditionnelle, avec les remises de peine, elle a tout eu. Parce c'était une prisonnière modèle, évidemment, ça ne posait aucun problème. Mais si vous voulez, c'est une affaire où ça a été très difficile, parce que j'ai convaincu, je crois, les médias aussi, en même temps que je convainquais la Cour et les jurés. Et j'ai rencontré souvent des gens auxquels je n'avais pas parlé de cette affaire, et qui me disaient c'est formidable au début, ouais, et à la fin du procès, même peut-être avant même que tu plaides, on était convaincus que c'était pas si simple, etc. C'est ça. Et donc, le fait que je n'ai pas parlé à la presse n'était pas mauvais non plus, parce qu'ils venaient à l'audience. Et le travail que nous faisions à l'audience, ben, ils en étaient témoins, et eux-mêmes étaient touchés en même temps que nous. Voilà. D'accord. Et Là, je vous ai donné les secrets d'une affaire. Et vous aviez recommandé le suivi socio-judiciaire, donc ça a été appliqué? Non, ça n'a pas été appliqué. Non, même là, j'ai même été... Après, quand je relis ma plaidoirie, puisque vous savez que cette plaidoirie, c'est la seule plaidoirie de ma vie. On l'a relue, oui, juste avant, oui. La seule plaidoirie de ma vie, auquel ça arrive, parce que j'ai toujours dit que la plaidoirie était une œuvre totalement éphémère. Hein, et moi, j'ai des gens qui m'ont demandé le texte de plaidoirie, j'aurais dit, mais il n'y a rien. D'autant plus qu'au fur et à mesure que le temps passait, moi, j'ai même abandonné mes notes. C'est-à-dire qu'à la fin de ma vie, j'ai plaidé sans notes. Parce que alors là, c'est tout un problème sur l'éloquence. Mais dans cette affaire, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Mathieu Aron, un journaliste de France Inter, et qui m'a dit, est-ce que vous voudriez, je publie votre plaidoirie? Je lui ai dit, mais comment je publie ma plaidoirie? Vous l'avez trouvée? Il me dit, je l'ai. Et il l'avait parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait pris en stélo pour faire un film, je crois que c'était d'Estrada. Bon. Et il m'a envoyé cette plaidoirie. Et je me suis aperçu qu'à part quelques fautes de français, des phrases qui n'étaient pas terminées, finalement, ça pouvait marcher. Et non seulement il l'a publiée, mais après elle a été reprise au théâtre, par Richard Berry, qui a reprise et qui l'a dit tous les soirs. Ça me fait drôle, je l'ai vu 2-3 fois. Et chaque fois, ça me fait le même effet. Je me rappelle la première fois que j'y suis allé, c'était toute première. J'étais avec Gisèle Halimi, que je retrouvais, que je n'avais pas vue depuis 10 ans, qui est une très vieille amie. Et alors elle, sa plaidoirie est formidable. Comment ? Au procès de Bobigny. Au procès de Bobigny, la plaidoirie telle que Richard Berry, en plus, qui fait un travail extraordinaire d'acteur, puisqu'il joue une femme plaidant, et c'est un chef-d'œuvre, à tout point de vue. Sa plaidoirie elle-même est un chef-d'œuvre. Je ne connais pas la mienne. Moi, c'est une plaidoirie en définitive. Je ne veux pas dire banale, mais classique, quoi. C'est comme les autres plaidoiries que j'ai fait dans ma vie, presque, voilà. Mais c'est très intéressant, cet exercice qu'a fait Richard Berry. Toutes ces plaidoiries qu'il redit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'affaire Courgeot, donc vous avez ma plaidoirie. Oui, on l'a lu. Mais alors, avant de passer à la prochaine affaire, qui est l'affaire Richard Roman, Oui. qu'on a découvert en préparant cette interview, cette idée de monstruosité avec Véronique Courgeot, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans d'autres procès un peu du même type, notamment Dominique Cotret. Et l'avocat qui défend Dominique Cotret, Franck Berton, a un peu théorisé ça en disant qu'il souhaitait, lui, ramener l'accusé, au fond, dans la communauté des hommes. Vous savez, je dirais que c'est un leitmotiv de mes plaidoiries. C'est quelque chose que j'ai Ramenez-les dans la retrouvé. communauté des hommes. C'est de ramener les gens dans la communauté des hommes. C'est des choses que j'ai fait toute ma vie. Hein, voilà. Alors, parce qu'il y a deux choses, si vous voulez. Hein. Dans le travail de l'avocat, bon, là, c'est pas tout à fait la question que vous m'avez posée, mais j'y pense là. Il y a 3 choses. La première, je vous l'ai dit, c'est de vérifier la procédure. C'est essentiel, c'est essentiel. La procédure est gardienne de la liberté, il faut bien le dire. Et s'il n'y avait pas l'avocat qui est compétent en la matière, qui est compétent et qui, là, joue presque d'égal à égal avec le juge, qui critique le juge,
S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas l'avocat, il n'y aurait pas de garantie sur les formes. Et donc, je pense que c'est le premier point. Certes, les juges peuvent faire très attention, mais ils peuvent, dans leur souci de trouver la vérité, dans leur souci de ne pas laisser échapper à la répression quelqu'un qui peut être pris, il peut y avoir des négligences qui font que l'avocat est nécessaire. Le deuxième, c'est que les faits qui lui sont reprochés établissent bien qu'il a commis un crime. Alors là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect juridique et il y a un aspect factuel. L'aspect juridique, c'est que les faits constituent une infraction. Il faut qu'ils constituent une infraction. En matière criminelle, c'est assez rare, mais ça peut se poser. Il y a des problèmes de l'intention criminelle. Mais en matière correctionnelle, c'est très fréquent. Si vous plaidez pour une escroquerie, par exemple, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont des éléments complexes. Il y a donc un deuxième aspect du droit. Le troisième aspect, c'est les faits. Car vous avez un dossier qui est constitué, et il est accablant, le dossier, très souvent. Les médias sont accablants. Souvent à charge plus qu'à décharge. Comment ? Souvent à charge plus qu'à Mais bien décharge. entendu, mais bien entendu. Un dossier qui arrive devant une cour d'assises, c'est qu'il est déjà accablant en charge. Il est passé par une décision d'un juge d'instruction, un réquisitoire du parquet, une décision d'un juge d'instruction, la plupart du temps une décision d'un réquisitoire d'un parquet général, puis une décision d'une chambre d'instruction de la cour d'appel, qui disent qu'il y a des charges, mais en définitive, ces charges, c'est des preuves. Et donc, vous êtes en face d'un monument qui est arrivé au juge, et l'avocat, qui compte, quand vous avez quelqu'un qui nie les faits, et il se trouve en situation de contester un dossier qui est établi. Alors, il y a deux solutions. On peut jouer de la mauvaise foi, on peut mentir, on peut faire n'importe quoi, mais ça ne correspond pas à ma conception de la morale de l'avocat. J'aime pas beaucoup le terme moral, mais enfin, prenons de l'éthique, si vous préférez, de l'avocat. Mais il y a autre chose. C'est que c'est un sujet c'est un mot que je rappelle souvent, c'est un mot de Leroi-Gourhan, le pape de l'archéologie française, et que je dois à mon frère, qui était lui-même un grand archéologue. Et Leroi-Gourhan écrit, fait remarquer, parce qu'il critique les gens qui vont à Lascaux, qui voient les traits de droite à gauche ou de gauche à droite, et qui en déduisent la religion de ceux qui ont fait ces trucs-là. Et il disait qu'il fallait se méfier de cette faculté déconcertante qu'ont les faits, de s'aligner dans le bon ordre, pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Et j'étais très longtemps imprégné de cela, sans d'abord, au départ, lui attribuer la citation, mais constater que c'était ce que je faisais. C'est-à-dire que quand on regarde un dossier, en disant attention, si on regarde le dossier, et on s'aperçoit que l'accusation les a éclairés d'un seul côté. C'est-à-dire que l'accusation est arrivée à une certitude par un côté. Nous, d'abord, on a besoin d'aller au doute. Mais en éclairant les faits d'une autre façon, on s'aperçoit qu'ils s'enchaînent d'une autre façon. Et ça, c'est le deuxième point essentiel sur lequel l'avocat doit faire quand son client nie les faits. Quand son client reconnaît les faits, ce qui est quand même beaucoup plus souvent le cas qu'on ne le croit, le dernier problème, c'est ça, c'est de le ramener dans la communauté des hommes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on fasse comprendre aux jurés et aux juges que celui qu'il juge est un homme, que c'est pas un monstre, c'est un homme comme eux. Ils le jugent comme ils devraient juger leur frère qui a fait une connerie. Or, tout le monde sait qu'on a des frères qui font des conneries, comme on en fait nous-mêmes, mais on a des frères qui peuvent un jour faire un truc terrible. C'est pas pour autant qu'on ne va pas le défendre. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelque chose qui nous amène à essayer de trouver ce qui peut expliquer, ce qui peut faire en sorte qu'on le traite comme un homme ordinaire. C'est pour ça que je dis toujours le juge et gardien de la liberté, le parquet de l'égalité et l'avocat de la fraternité. C'est bon. C'est la base de mon enseignement, hein, quand je fais des conférences à des jeunes avocats. Et voilà, donc les trois thèmes sur lesquels un avocat intervient. On va passer à l'affaire Richard Roman. Oui.
vous avez dit que cette affaire a duré 4 ans et demi, je crois, et que, en tout cas, il me semble avoir Oui, lu une 4 ans et phrase demi. De 88 à 92, c'est ça, dans laquelle vous avez pu nous dire que pendant ces 4 ans et demi, vous avez été hanté jour et nuit Ah ben par ça a cette été affaire. terrible. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel de cette Mais affaire? écoutez, l'affaire est la suivante. Il y a un jour une petite fille qui disparaît dans un village de Haute-Provence, un soir, à Motte du Caire. Et on la cherche, mais il y a des soupçons qui se portent sur un homme qui est un intellectuel d'abord. C'est-à-dire que c'est un ingénieur agronome, mais qui est revenu à la nature et qui élève des chèvres dans une ferme en ruine. Bon, bien. Et qui a en plus un ouvrier agricole qui est un espèce qui vient d'un type qui est passé, qu'il a utilisé un peu comme ouvrier agricole. Et on finit par retrouver. La petite fille a disparu, une petite fille de 7 ans. Elle a disparu. Et on la cherche toute la nuit, puis finalement, on la trouve le lendemain, mais déjà, on a arrêté le cheminot, le pauvre type, là, qui était là, parce qu'il est parti avec cette petite fille du village, et il n'est pas revenu avec elle. Et là-dessus, tout le village pense que le responsable, c'est Richard Roman, qui ce jour-là, par hasard, est venu en voiture, parce que sa mère avait une voiture. Enfin, passons sur les détails. Le procureur de la République a commis une erreur énorme. Il a confié l'enquête aux gendarmes du village. Or, les gendarmes du village, cette petite fille, c'est la leur. C'est ce que c'est dans un village. La gendarmerie est construite au cœur du village. Bien entendu, elle va à l'école avec leurs enfants. Et c'est eux qui ont découvert le corps, en plus. Bon. Et toujours est-il qu'après 48 heures de garde à vue très, très pénible, Richard Roman avoue. L'autre avoue tout de suite, gentil, enfin, mais il dit qu'il a été poussé par Roman, mais que c'est Roman qui l'a tué, etc. Bon. Et finalement, Roman craque et avoue. Ce qu'il y a, c'est terrible de penser ça, qu'un type peut avouer quelque chose qui n'est pas vrai. Bon. Je suis saisi de cette affaire, j'hésite, et c'est un homme qui me saisit, c'est Joël Roman, qui est un homme qui est connu, qui est rédacteur en chef de la revue Esprit, qui était le frère de Richard. Et lui, il est convaincu que c'est pas possible. Il connaît son frère, il dit c'est pas possible. Bon. Et puis petit à petit, là, je travaille avec une autre de mes associés, qui est Muriel Brouquet, qui était à l'époque ma collaboratrice. Et c'est vrai qu'au début, c'est elle qui voit le dossier la première. Et elle me dit, il y a des choses qui ne collent pas, il y a des horaires, ça ne va pas du tout. Bon. Et là, si vous voulez, je me trouve en face d'une situation où la France entière, parce que la France a appris cela en direct, les aveux et tout. Et vous avez le journal France Soir qui titre sur 8 colonnes, en lettres qui tiennent le tiers de la page, les monstres, avec les photos des gars arrêtés. Bon. Et vous avez un délire de la presse, d'une violence inouïe sur ce crime horrible de ces deux jeunes, de ces deux hommes qui ont violé une petite fille, qui l'ont tuée à coups de pierre. Bon, c'est affreux. Et qui ont avoué en plus. D'où une violence de la presse absolument terrible, énorme. Et voilà, le procès va se commencer dans une atmosphère effrayante. Effrayante parce qu'on accepte cette affaire. Moi, très vite, j'ai été convaincu de l'innocence de Roman. Alors là, très, très rapidement. Muriel Brouquet en a été convaincu. Moi, j'en ai été convaincu aussi, parce que j'ai vu le dossier, j'ai vu qu'il y avait des histoires d'heures qui étaient données par les gens qui étaient sur la place ce soir-là. Bon, en plus de ça, c'est les premières expertises génétiques qui ont été faites en France, pratiquement. Elles ont d'ailleurs été faites en Angleterre. Et on s'est aperçu que les traces de Gentil étaient prouvées qu'il avait sodomisé la petite, alors qu'il disait que c'était Roman qui l'avait fait et que lui ne l'avait pas fait. En revanche, on ne retrouvait rien concernant Roman. Bon. Donc il y avait un certain nombre d'éléments. Comment ? Un certain nombre de doutes. Il y avait un certain nombre d'éléments de doute. Et l'affaire était vraiment très compliquée. Et jusqu'au jour où... alors les juges d'instruction succédaient, bon. Et il y a eu une reconstitution. Et cette reconstitution a mal tourné. Vous avez vu ?
c'est ce jour-là que j'ai failli me faire lyncher. Bon, n'exagérons pas. J'ai pris des coups. Oui, alors c'est une tarte à la crème, mais avec l'assiette qui s'était cassée sur mon oreille. Alors c'est très spectaculaire. Oui. Je ne savais pas ça. Comment ? On a découvert les images avant. Ouais, c'était très. Je suis rentré dans les toilettes du café pour essayer de me laver un peu. Je me suis aperçu que je dégoulinais de sang. Là-dessus, ils ont défoncé la porte, j'avais débranché ma chemise. Bon, ça a été, ils m'ont envoyé de la moutarde, des pots, des machins. J'ai pris des. Bon, bien. Et ça a fait un scandale. Là, ça a fait un scandale quand même. Le fait que vous soyez. Oui. Les images que vous avez vues à la télé, oui, sont des images qui ont secoué quand même l'opinion. Ben, ça a été terrible parce que mes filles, qui étaient jeunes à l'époque, elles avaient 13 ou 15, 12 ou 13 ans. Et elles ont vu ça c'est impressionnant. Sans en être prévenues. Enfin bon, bien. Et il a fait, alors bon, ça a fait un scandale quand même. Il y a eu des articles dans Le Monde, il y a eu un article un éditorial, un truc très vif, disant c'est pas possible de traiter les avocats comme ça, c'est un scandale. C'était la colère du village. Et il y a eu une cérémonie expiatoire au palais de justice de Paris, et la première de la cour, où le bâtonnier, le premier président, le procureur général sont venus dire que c'était absolument scandaleux. Bon, très bien. Et là-dessus, il y a eu quand même un nous. Alors, ça a un peu retourné l'opinion. Ça a commencé à changer. Et puis, il y a eu un deuxième point, c'est le journaliste Lionel Duroy, qui est devenu romancier aujourd'hui, c'est un type assez remarquable, qui a pris cette affaire et qui a fait un rapport dans lequel il termine en disant « mais ce type est innocent ». Un article qui est apparu dans l'événement du jeudi, Cannes ne voulait pas le publier d'ailleurs, parce qu'il disait on ne défend pas les assassins d'enfants, mais d'abord. Et donc, ça a été, là-dessus, il y a eu un nouveau juge d'instruction qui a réentendu tous les témoins et tout, et qui a rendu un non-lieu. Ce qui a fait un scandale effreux. On a eu, dans les 8 jours après, dans des conditions inouïes, où je suis entré par une porte dérobée dans le palais de justice, et où j'ai été porté par une escouade de gendarmes jusqu'à la cour d'assises parce que les gens voulaient me faire la peau. Et il a été réarrêté, et on est arrivé à... Comment ? Non, pour le procès. Parce qu'ils ont annulé l'ordonnance de non-lieu. Ah oui, et alors je ne rentre pas dans le détail, ça serait trop long. Et là-dessus, l'affaire est revenue pour être plaidée à Grenoble. Ils ont dépaysé parce qu'ils ont dit à Digne, c'est pas possible. D'abord, c'est un tout petit palais de justice, et ils l'ont mis à Grenoble, où on était beaucoup plus au large. Bon. Le procès s'est bien tenu. C'est bien dire. Il y a eu des moments un peu difficiles, comme toujours, mais c'est vrai que les gendarmes ont reconnu les choses. Et il y avait un élément très important, à mon avis, en ce qui concerne les gendarmes, c'est qu'ils avaient d'abord été interrogés par les gendarmes du village. Et il avait dit des choses, et quand il avait avoué, mais il avait avoué avec les détails qui étaient seulement des détails que connaissaient les gendarmes. Et après, ils ont fait venir des gendarmes d'Aix-en-Provence. Il a maintenu ses aveux, parce qu'il était dans des conditions très difficiles. C'est très compliqué, cette histoire des aveux. Je pourrais vous en parler si vous voulez. Mais... Il n'y avait pas d'assistance de l'avocat. Il n'y avait pas d'assistance de l'avocat, et il était revenu sur ses aveux dès qu'il était entré chez le juge d'instruction, alors qu'il n'avait jamais vu un avocat. Bon, et ça, c'est, je dirais, un avantage. Et les gendarmes qu'il avait entendus, il avait fait des aveux après une nuit d'interrogatoire consignés sur une page, ce qui est quand même, ça pose un problème. Et si vous voulez, c'est tout le problème des aveux. C'est pas de la torture, mais c'est ce qu'un type appelait la torture licite, c'est-à-dire le fait d'accabler un type. Il était quand même attaché au mur avec un anneau. Et surtout, l'accablement général, les cris dehors, les gendarmes qui le harcelaient, créaient un état d'esprit qu'un commissaire de police qui a écrit sur ce sujet appelle le vertige mental de l'aveu. C'est-à-dire le moment où le type dit « mais je ne suis pas coupable, je vais avouer, et puis après il me foutra la paix. Et puis on va bien découvrir que je ne suis pas coupable. » Bon. Et les gendarmes d'Aix-en-Provence, là, il avait tout faux. C'est-à-dire qu'il faisait partir sa voiture dans le mauvais sens. Donc le procès s'est déroulé. Gentil, à un moment, a craqué en disant qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il le voyait, mais qu'il n'était pas sûr que ce soit lui. Donc, et finalement, l'avocat général lui-même a requis l'acquittement. Et donc, voilà comment Roman a été acquitté. Bon, excusez-moi, j'ai été un peu long. Non, mais très bien, très bien.
On avait une petite question sur l'affaire Clearstream. Oui. L'affaire Clearstream et comment vous avez pu appréhender, parce que cette Alors, affaire... j'ai plaidé deux affaires qui ne sont pas dans la ligne directe de ma carrière. L'affaire Clearstream et l'affaire Strauss-Kahn. Où vous avez été appelé dans le collège. J'ai été appelé. Alors Clearstream, c'est très intéressant, parce que j'ai été appelé parce que Sarkozy avait dit qu'il était partie civile, oui, et qu'il pendrait Villepin à un croc de boucher. Et j'étais très choqué, quand ils m'ont prévenu ça, moi j'étais très choqué par cette intervention du président de la République dans un procès, alors qu'il est garant de l'indépendance de la justice, intervenir lui-même, et j'ai plaidé essentiellement ça, c'est-à-dire le problème d'une partie civile qui devrait être irrecevable. Villepin était en plus complètement innocent, c'est évident, il a été acquitté, bon. Et quant à l'affaire Strauss-Kahn, quand j'en ai été saisi, j'ai été saisi de l'affaire de France, c'est-à-dire essentiellement l'affaire du Carlton. Bon, ce qui m'a paru très vite évident, c'est qu'il n'y avait pas que là, alors là, que les faits ne constituaient pas une infraction de proxénétisme. On pouvait lui reprocher d'être un libertin, on pouvait lui reprocher d'avoir des amours un peu bizarres, mais pas d'être donc, ce qui n'est pas interdit, voilà. Et en plus, je l'ai défendu avec mon associé, là, qui était Frédéric Beaulieu, qui a fait un travail considérable, et nous l'avons défendu en plus, il y a Richard Malka qui est venu, et donc c'est une affaire dans laquelle il me paraissait évident que l'acquittement serait rendu, la relaxe, puisque c'est le tribunal. Et donc, je crois que vraiment, ce sont des affaires un peu... Mais ceci étant, j'ai plaidé d'autres affaires. Quand j'ai plaidé pour Sanofi dans l'affaire de l'hépatite B, quand j'ai plaidé pour Airbus dans l'affaire de l'accident du Mont-Saint-Odile, j'ai plaidé pour le PDG d'Airbus, le directeur d'Airbus, qui avait mis au point l'avion qui s'était écrasé au Mont-Saint-Odile. Quand j'ai plaidé pour des procès comme cela, l'hormone de croissance aussi, j'ai plaidé pour le professeur. C'est-à-dire des affaires que j'ai plaidées plutôt dans la deuxième partie de ma carrière, qui étaient des affaires qui étaient spécifiques, mais qui étaient des affaires pénales classiques quand même si... mais qui ne présentaient pas les mêmes aspects que... Sauf que le professeur Drey, par exemple, qui était accusé d'avoir mal préparé l'hormone de croissance, était l'objet de hurlements, de critiques, de dénonciations, qui étaient aussi insupportables. Et voilà. Très bien. Non, mais j'avais une dernière question, mais qui, je pense, va rejoindre celle que Clémence va vous poser ensuite. Il me semble que on a le temps. Hein. Oui, on a le temps. Je ne suis pas pressé, je vous ai dit. Bon, on ferait ce que vous voudrez. Hein. On a... alors, j'ai un doute, là. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour ma question. Vous n'avez pas été dans le procès Barbie, mais dans le procès Touvier. Qui était filmé, je crois. Oui, qui est filmé. Donc mais là, vous étiez en partie civile pour le procès Touvier. Et comment ces procès donc, d'affaires de crimes contre l'humanité, comment vous l'avez vécu? C'est très souvent vous savez, quelque chose j'étais à l'époque, parce qu'il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, mais c'est que j'étais un militant de la Ligue des droits de l'homme. Je vous ai dit que je ne faisais plus de politique parce que le pouvoir ne m'intéressait pas, mais j'ai quand même fait de la politique, parce que la Ligue des droits de l'homme est une institution politique, même si elle n'a rien à voir avec le pouvoir. Et je m'étais beaucoup intéressé à ces questions. L'affaire Barbie était très suivie par Henri Noguer, qui était un grand résistant, qui était président de la Ligue des droits de l'homme. Elle a été plaidée aussi par Jouffa, je crois. Et l'affaire Touvier est venue après. Et l'affaire Touvier, c'est moi qui l'ai reprise. Et c'est moi qui l'ai plaidée. Je plaidais, là, si vous voulez, c'était le problème essentiel, quoi, la participation de la Gestapo, la participation de la milice française à l'antisémitisme. Alors c'est vrai que le procès Touvier était un peu particulier. Le procès Papon sera différent. C'est Michel Tubiana qui le plaidera, parce qu'au moment du procès Papon, je suis président de la Ligue des droits de l'homme. Donc je serai entendu comme partie civile, mais entendu sans robe. Oui, bah oui. Mais dans le procès Touvier, je représente la Ligue des droits de l'homme avec un certain nombre d'avocats,
et qui représentent des associations diverses. Et le procès Touvier est passionnant parce que c'est, en fait, ce qui a été retenu contre lui, c'est un seul acte. C'est l'assassinat de 7 juifs à Rieux, après l'assassinat de Philippe Henriot, pas par vengeance, semble-t-il. Toujours est-il qu'il fait exécuter des juifs parce qu'ils sont juifs, et uniquement parce qu'ils sont juifs, et c'est absolument insupportable. Bon. Et c'est un procès qui posait des problèmes de fait, qui à mon avis étaient secondaires parce que c'était établi. Il n'y avait pas trop à discuter. Il niait les faits, bon, du moins il niait leur coloration, mais ça ne donnait pas debout. Mais ce qui se posait, c'était ce problème de la collaboration de la milice française avec l'Allemagne. C'était d'ailleurs un problème juridique, puisqu'il y avait eu un arrêt de la Chambre d'instruction un peu incertain sur le plan juridique, et que la Cour de cassation avait expliqué que c'était la collaboration avec les puissances de l'Axe. C'est-à-dire qu'il fallait montrer qu'il agissait un peu que Vichy agissait sous le couvert des Allemands. Bon. Donc ça posait des problèmes juridiques, puis ça posait des problèmes politiques immenses. Enfin bon, voilà. Donc ça c'est un procès que j'ai fait sans aucune réticence. Oui, oui. Alors, du coup, aujourd'hui, on peut s'interroger, comme on l'a dit, de la place des médias dans le procès pénal. Et alors, pour aller plus loin, selon vous, on voulait vous demander ce que vous pensiez du fait d'avoir une justice filmée. Alors, j'ai participé à une commission à la chancellerie qui avait été organisée par Robert Badinter quand il était garde des Sceaux, et dans laquelle il y avait, qui était présidée par M. Braunschweig, qui était premier président de la Cour de cassation, non, pas président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et il y avait beaucoup de gens, il y avait des écrivains, il y avait des magistrats, etc. Et après quelques mois de travail, nous avions conclu qu'il fallait tenter une expérience et filmer les procès. Et puis Badinter s'y est opposé. Je crois vraiment qu'il ne voulait pas. Mais il sait quand même, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de filmer les procès à retentissement historique, qu'on a commencé par Barbie et qu'il y en a eu un certain nombre d'autres. D'ailleurs, quand Robert Badinter lui-même, il y a quelques années, a été poursuivi par Forisson, le procès a été filmé. On a considéré que c'était un procès à données historiques. Mais voilà. Et donc, on s'est aperçu en tout cas d'une chose, c'est que ça ne changeait strictement rien au déroulement du procès. C'était seulement un témoignage. Ceci étant, il y a des gros problèmes techniques qui se posent. C'est est-ce qu'on doit faire ça pendant le procès ou est-ce qu'il faut le faire qu'en différé? Bon, voilà, il y a des problèmes, mais je suis pour, à condition de bien travailler la loi. Une autre question, vous avez parlé tout à l'heure d'indignation. Est-ce que cette indignation a traversé toutes vos années au barreau? Oui. Oui. Je crois que l'indignation, je la sens encore. Lorsque je vois une décision, j'en ai une récemment, où un homme que je défends est condamné lourdement, alors que je suis convaincu qu'il est innocent, mais que surtout le procès se déroule mal. C'est-à-dire que je vois des magistrats dont j'estime qu'ils ne font pas preuve de l'impartialité dont ils devraient faire preuve. Là, je dois dire que l'indignation, la colère, bon, je dois faire un peu attention à la colère quelquefois. Voilà. Alors, je me mets sans doute moins en colère aujourd'hui que je ne me le mettais avant, mais avant, je savais peut-être mieux la maîtriser que je ne sais la maîtriser aujourd'hui. Et donc, mais en tout cas, l'indignation, si vous voulez, ça c'est un avocat qui n'est pas indigné, un avocat qui accepte sans rechigner, sans que sa conscience ne se révolte, alors qu'il a plaidé pour quelqu'un qu'il voulait ramener dans la communauté humaine, ou quelqu'un dont il était convaincu qu'il était innocent, ou au moins convaincu qu'il y avait un doute sérieux. L'indignation, elle est inéluctable. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai été un homme indigné. On en arrive à la séance de questions-réponses. Deux questions de vos confrères.
Une première de Maître Berton qui nous a répondu sur Twitter et qui, peut-être avec un message subliminal derrière, Qui ça de Maître Franck Berton, Oui. du barreau de Lille, donc qui nous a dit, est-ce que Maître Leclerc, il fallait demander à Maître Leclerc s'il faisait partie de certains de ces avocats qui comptent leur acquittement dans leur carrière. Non, absolument je pense qu'il y a pas. peut-être un message subliminal derrière de sa part. Je n'ai jamais compté mes acquittements et je m'amuse toujours quand je vois certains qui en comptent. Et alors, je ne sais pas compter. Je sais qu'il y a une année où j'en avais eu 10. Alors, j'étais très content. C'est sans doute l'année où j'en ai eu le plus. Hein. Je ne prétends pas en avoir les 150, etc. Alors, j'en ai eu, mais je ne les ai jamais comptés. D'accord. Bon, bah, voilà. Et alors, une autre question donc, de Maître Philippe Redmond-Mariette du barreau de Fort-de-France qui vous demande que pensez-vous de la détention provisoire au moment où vous raccrochez la robe et comment faire évoluer la pensée du juge par-delà les textes? D'abord, la détention provisoire, c'est un sujet sur lequel je me suis battu depuis que je suis avocat. Je n'ai jamais cessé. J'ai assisté à des réformes. Je me souviens d'une réforme de Pleven, ministre de la Justice, grand résistant, membre de la France libre, qui était ministre de la Justice sous De Gaulle dans les années 70. Et même avant, puisqu'il était ministre de la Justice au moment où, je crois que c'est en 64, on a créé, il s'est attaqué à la détention provisoire. Il a modifié les textes pour la rendre plus difficile. Et puis surtout, il avait une idée géniale, il a créé le contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait, mais quand un type a commis des actes graves, ou du moins que la suspicion est très forte, que les gens sont indignés, qu'il y a des éléments qui... Bon, on ne peut pas le remettre en liberté. Alors dans ces conditions-là, il y a une solution, c'est le contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on va mettre sous contrôle judiciaire, avec un certain nombre d'obligations de surveillance diverses, ceux qu'on ne va pas mettre en détention provisoire, du coup. Et ça va faire diminuer la détention provisoire. Alors, il y en a eu un peu, puis après, c'est revenu, et c'est exactement ce que j'avais dit dans un article que je fais à l'époque. Je disais, ça ne va pas diminuer le nombre de détentions provisoires, simplement on ajoutera le contrôle judiciaire à des gens qu'auparavant on laissait totalement en liberté. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Et donc, la réforme de la détention provisoire est très difficile, mais elle est une nécessité. Et le fait qu'actuellement, depuis quelques années, le nombre de détentions provisoires est considérablement augmenté est insupportable. La délinquance actuelle n'augmente pas dans des proportions pareilles. Donc il y a quelque chose qui est terrible, c'est que les juges qui sont soucieux de voir se manifester la vérité pensent qu'il est préférable que les gens soient détenus parce qu'ils ont la quasi-conviction qu'ils sont coupables. Il y a quelque chose là qui ne va pas, et c'est une des tares de notre système judiciaire. Lors du premier confinement, vous étiez intervenu auprès de Maïtena Biraben, si je crois, et votre émotion avait fait le tour des réseaux sociaux, et vous racontiez à cet effet votre anecdote, je ne sais pas si c'est votre première visite en prison, mais en tout cas l'une de vos premières, où un de vos clients vous avez demandé, vous avez parlé du livre Les Misérables. Est-ce que vous pouvez raconter cette anecdote? Ah, écoutez, c'est une histoire que... c'est le premier, je crois. C'était à la santé, bon. Et on était dans un petit cellule, et à l'époque, c'est un type, il avait volé des voitures, beaucoup. Et il avait juste mon âge. Moi, je n'osais pas le tutoyer, je ne savais pas bien comment il fallait faire. Bon. Et on leur donnait des livres à la prison. C'était un progrès considérable, qu'on nous a remarqué. Alors, les livres en question, ils passaient le matin dans les coursives sur un chariot, et on appelait ça la bibliothèque de la prison, et on donnait aux prisonniers le livre qui était sur le dessus de la pile. Il n'était pas question qu'ils choisissent, qu'ils demandent, etc. Et le type, il se retrouvait avec un roman de Paul Bourget, un livre sur l'habitat des Gaulois, un roman, bon. Et ce type avait lu un livre qui lui avait beaucoup plu. Alors, il me le racontait, puisque je le faisais beaucoup parler. J'ai toujours beaucoup aimé parler avec les prisonniers. Quand j'étais vieux, je l'ai fait moins et je l'ai regretté. Mais il me l'a raconté, je n'ai pas eu de mal à comprendre, c'était le 2e tome des Misérables. Bon, alors j'ai dit, c'est formidable.
je suis sorti de la prison, je fonçais sur un bouquiniste qui était mon bouquiniste habituel, qui m'a donné une édition des Misérables d'occasion, pas trop en bon état, pas trop cher, d'autant plus qu'il m'a fait un prix, parce que quand il a appris ce à quoi il était destiné, ce vieil homme était fou de joie. Et je suis arrivé à la prison et j'ai été voir le directeur de la prison. Et je lui ai dit, voilà, monsieur le directeur, j'ai 4 volumes des Misérables que j'aimerais que vous donniez à monsieur X. Le directeur m'a regardé comme si j'étais un fou. Et il m'a regardé en me disant, mais vous donnez quelque chose, des livres à des prisonniers? J'ai dit oui, mais non, mais c'est interdit. C'est formellement impossible, même si le juge d'instruction me le disait, je ne pourrais pas le faire. Et donc j'ai donné les livres à la bibliothèque, ils ont été lus comme ça, volume par volume, puis j'ai parlé à mon client, je lui racontais Les Misérables. Mais j'ai raconté la suite des Misérables, évidemment, c'était pas difficile, c'est un livre que j'avais 21 ans, je l'avais déjà lu plusieurs fois, donc ça allait. Mais bon, et quand j'ai défendu ce type, après je pensais à ça, et il a été condamné assez lourdement, bon, j'en sais rien, mais j'ai trouvé que c'était trop lourd de toute façon. Et je me disais que ce type, j'avais vu, j'avais parlé avec lui. Je savais que c'était pas un délinquant inéluctable, il y avait des causes, il était intelligent, il était sensible, il savait des choses, il comprenait les choses très vite. Et bien entendu, il y avait une carence éducative considérable, mais je me disais, ce type-là, on peut en faire quelque chose. C'est pas possible. Bon, après, il est devenu un délinquant. Et de toute façon, il a appris à être un délinquant en prison. Alors, il est devenu un délinquant, c'était irrémédiable. Je me disais, c'est trop bête. Voilà. Et ça a été mon premier contact avec la prison, qui m'a beaucoup marqué. Et pour moi, la prison reste un problème terrible. Et c'est vrai que j'ai été interviewé, je ne me rappelle plus qui c'était un jour, c'était au début du confinement, oui. Et je me suis laissé aller à l'émotion. Oui, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors du coup, maintenant, on va répondre aux questions de nos camarades qui ont souhaité vous les adresser. Donc j'en ai une, on a une de nos camarades, Emma, qui souhaite s'adresser directement à vous. De qui? Emma, une de nos camarades. Et qui s'adresse directement à vous et vous demande, vous parlez régulièrement d'humaniser l'accusé, d'être le dernier homme à ses côtés. Est-ce pour cette raison que votre engagement auprès de la Ligue des droits de l'homme est si fort et quel rôle y tenez-vous? C'est-à-dire qu'effectivement, je suis à côté de l'accusé, parce que je pense que les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Et qu'il est évident que quand vous voyez ce qu'est la prison, ce qu'est la détention provisoire, ce que sont un certain nombre de choses, ce dont on a besoin, c'est des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme, pour les déséquilibres de la société démocratique, les droits de l'homme sont une nécessité absolue. Alors certains disent que je suis un droit de l'hommiste. Moi, je veux bien, ça ne me gêne pas cette expression, mais je dirais que, bien entendu, je sais que les droits de l'homme ne permettent pas n'importe quoi, que les droits de l'homme affirment des droits, mais que ces droits sont limités, qu'ils ont des frontières, qu'il peut y avoir des abus. Mais le principe premier du respect des droits de l'homme me paraît évident. Et donc, au niveau de votre place, au niveau de la Ligue des droits de l'homme, vous avez été président, vous êtes président d'honneur maintenant, mais vous avez toujours un rôle actif dans leurs actions Bien sûr, bien sûr. Alors, bien entendu, d'abord, quand on a été président, il ne faut pas embêter les présidents qui viennent après, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Et puis ensuite, bon, j'ai continué. Je continue à assister aux réunions du comité central, à avoir des contacts téléphoniques. Je reçois toujours sur mon mail les différents échanges. Ça m'énerve un peu d'ailleurs parce que quelquefois il y en a trop. Vous savez, c'est les listes. Il y a quelqu'un qui propose quelque chose, après il y en a 8 qui disent c'est d'accord. Ça fait 9 messages à ouvrir, c'est casse-pied. Mais à part ça, je continue bien entendu à être un peu un porte-parole de la Ligue des droits de l'homme, bien sûr. On a donc une autre question d'un de nos camarades, Jean-Marc, qui revient sur la stratégie de rupture, la défense de rupture théorisée par Maître Vergès. Il vous demande votre avis sur cette défense de rupture et également est-ce qu'elle est encore utilisée, on n'en a pas forcément le sentiment, mais est-ce qu'elle pourrait être encore mise en œuvre aujourd'hui? Alors, Vergès, ça a été un ami. On a eu des relations un peu chaotiques. Mais surtout, il m'a expliqué sa théorie de la défense de rupture
nous étions tout jeunes avocats. Lui, il avait 10 ans de plus que moi, mais il avait fait beaucoup de choses avant. Il avait été secrétaire général de l'Union internationale des étudiants à Prague, etc. Bon. Et il était allé en Algérie défendre Jamila Bouhired. Et il m'a raconté tout. Je m'en souviens comme... on était à la buvette du Palais, donc la fameuse buvette du Palais. Et il m'a raconté cette histoire. Il m'a raconté... Sa stratégie me paraît extrêmement claire. Les gens ont dit des bêtises. Sa stratégie, elle est claire. Alors, bien entendu, il puise ses sources dans des éléments historiques, en particulier un livre qui s'appelle « La défense accuse » d'un avocat communiste appelé Marcel Villard, qui a défendu Dimitrov. Et l'idée, c'est, dans la guerre que mènent les combattants de la liberté, quels qu'ils soient, c'est comme ça qu'on les appelle dans ces cas-là, c'est-à-dire que mènent les révolutionnaires, que mènent En fait, ils sont tombés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent arrêter le combat. Et ce n'est pas pour autant que de l'autre côté, on les fait juger par des militaires. Donc, la défense consiste à mener un combat contre ces militaires qui sont pour l'occasion des juges. Et la grande idée de Vergès, ça a été, quand Jamila Bouhired, qui avait mis des bombes, etc., a été jugée, ça a été de parler de la torture qu'elle avait subie. Ça a été de retourner les choses. Or, elle avait été condamnée à mort, et me disait, ça n'a pas d'importance, tu vas voir, le monde entier... C'est vrai que ce procès public a fait que le monde entier s'est préoccupé de ce problème de la torture par l'armée française. Et donc, l'idée de Vergès, c'est de retourner les choses. Ceci étant, cette idée, elle est tout à fait valable pendant la guerre d'Algérie. Mais quand il s'agit de défendre Barbie, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, encore faut-il que celui que l'on défend ait des chances de succès encore, que celui que l'on défend est un idéal que d'autres peuvent accepter et qu'on le défende au nom d'un idéal. Quand on défend Barbie, on ne le défend pas au nom d'un idéal, il n'y a pas d'idéal possible. Et je pense que Vergès a eu tort de systématiser trop la défense de rupture. Alors, est-ce qu'elle peut se produire encore ? C'est vrai que dans un cas pareil, l'avocat, il mène un peu le débat, mais enfin, c'est l'accusé qui mène le débat, vous savez. Et il y a une fameuse lettre de Lénine aux bolcheviks qui leur dit, si vous êtes arrêté, menez le combat pour vos idées, votre avocat, vous en servez pour qu'il mette à terre les témoins de l'accusation, qu'il ridiculise l'accusation, mais ne le laissez pas parler de vos idées. Vos idées, défendez-les vous-même. Et ça, c'est très cohérent. Vergès, qui était un très grand avocat, c'est pas la peine de discuter là-dessus, il a mis ça au point pendant la guerre d'Algérie, ça a très bien marché, mais je dirais que ça ne marchait que là. Car après, quand il a défendu, par exemple, les gens de la bande Abadère ou des choses comme ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Ok. Alors, on voulait finir avec une dernière question. On a choisi. Oui. Alors, on se demandait si vous auriez aimé être garde des Sceaux, devenir garde des Sceaux, et si on vous l'avait déjà proposé. Non. Non, j'aime pas le pouvoir. Oui, j'aime pas le pouvoir. Certains diront que c'est une lâcheté, mais par appétit, je n'ai pas d'appétit de pouvoir. Alors certains me disent, mais enfin, tu as été président de la Ligue des droits de l'homme, petit pouvoir, pouvoir extérieur, pouvoir de tribunicien, pas un pouvoir réel. Donc je n'aime pas le pouvoir. Et être garde des Sceaux, alors on me dit, mais tu es lâche, parce que la responsabilité quand même, ce que tu sais, ton expérience pourrait servir. Moi je dis, je veux bien parler. Moi, si Dupond-Moretti veut m'entendre, je lui dirai des choses. Mais exercer le pouvoir par moi-même, alors peut-être certains pensent que j'en ai peur, c'est vrai, mais je ne me sens pas d'appétit du pouvoir. Et comme j'ai beaucoup d'appétit de la défense, je reste sur mon terrain. Finalement, en prolongé par une autre, vous avez connu Robert Badinter en tant que garde des Sceaux. Très vous bien. voyez aujourd'hui Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux. Son action est très critiquée par les magistrats. Vous, quel est votre regard, sans forcément rentrer dans de la politique politicienne, mais dans sa manière d'être garde des Sceaux ? Attendez, moi, Dupond-Moretti, je le connais bien.
Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui est très fort dans la défense, hein, très fort, parce qu'il a un certain pouvoir d'ailleurs, parce qu'il fait une défense en force presque toujours, et c'est assez remarquable, comme il a beaucoup de qualités. Bon. Et dans l'affrontement qu'il a avec les magistrats, je dirais qu'il a en grande partie raison. C'est-à-dire que son indignation sur les fadettes des avocats, il se trouve que c'est la dernière plaidoirie que j'ai faite de ma vie. Donc, mais moi, je prenais un autre biais que le sien. Moi, je n'avais pas déposé plainte. Nous, avec le palais, on avait saisi les juges pour prendre en compte le fait qu'il s'agissait d'une faute lourde de l'État. C'était donc pas les juges personnellement qu'on mettait en cause, c'était en fait une politique de l'État. Bien. Mais je comprends. Ceci étant, les magistrats n'aiment pas tellement avoir un avocat à leur tête. Vous savez, quand Badinter a été nommé garde des Sceaux, il y a déjà eu des critiques. Pourtant, la carrière de Badinter était moins sulfureuse que la carrière de Dupond-Moretti. Et en plus de ça, Dupond-Moretti, c'est pas Vergès. Donc, et voilà. Donc chacun a ses particularités. Tout ce que je vous ai dit sur la profession d'avocat, sur la façon de jouer les choses, je ne prétends pas du tout l'imposer aux autres. Chacun, et je crois qu'être avocat, c'est être soi-même d'abord. Voilà. Et je pense que Dupond-Moretti, il est lui-même quand il plaide. Et je pense que Vergès était lui-même aussi quand il plaidait. Et moi, j'espère être moi-même. J'espérais. On va finir là-dessus. On va finir sur ça. Écoutez, Maître Henri Leclerc, merci beaucoup. On peut vous dire mille merci de nous avoir accueillis, de nous avoir fait l'honneur de pouvoir avoir cet échange, de revenir un peu sur tout votre parcours et sur toute cette vision que vous avez de la profession d'avocat. Et je pense qu'au nom de tous les deux, on peut que vous dire vraiment merci. Bah, écoutez, je suis très heureux si j'ai pu vous dire des choses intéressantes. Voilà.